pour la suite de la lecture des Petites Filles modèles. Je pense qu'il va nous rester 2 séances, je pense, puisqu'on est déjà au chapitre 22 et vu à la vitesse à laquelle on allait les dernières fois, je pense qu'après 2 séances, on aura fini avec ce livre. Mmh, pour ce qui est des prochaines lectures, je pense que je vais garder une lecture, pour enfants en permanence. Donc, j'ai plusieurs idées. Je ne sais pas encore si je vais, faire, quelque chose de moderne, de plus moderne ou si je vais rester dans les anciens livres pour enfants. Par exemple, j'ai bien envie de faire un Fantomette. Ça se lit vite et puis, ça c'est un peu aussi, le truc que je lisais ou que lisait ma maman quand on était jeunes. Donc, peut-être ça ou alors je prendrai un truc plus contemporain, on verra. En attendant, eh bien, on est reparti. Donc on en était au chapitre 22. Qu'est-ce qui s'est passé les dernières fois? Donc on est toujours avec, Sophie qui vit, chez les petites filles modèles, et qui, devient en fait de plus en plus sage, qui grandit, de plus en plus et la dernière fois, nous avions, fait la rencontre d'une femme qui s'appelait Françoise. Est-ce que c'était Françoise? Oui, il me semble que c'était donc Françoise et sa fille Lucie. Françoise étant, mariée à un homme qui est en mer, qui est un marin et qui a disparu, qui n'est pas rentré et il se trouve que, donc son mari qui a disparu est sur le même bateau que, le mari de madame de Rosebourg. Donc madame de Rosebourg, son mari est le capitaine d'un bateau qui n'est pas rentré depuis, je pense que ça doit faire des années maintenant, entre-temps et donc elles se rendent compte que leurs 2 maris, travaillent sur le même bateau et donc cette Françoise qu'elle découvre et sa fille Lucie sont dans une, pauvreté extrême et donc madame de Rosebourg, leur trouve, un endroit où se loger et je pense qu'elle leur a dit qu'une fois qu'elles seraient en meilleur état et qu'elles auraient mangé à leur faim, elle aussi proposerait du travail à la mère, en tout cas de Lucie, donc à Françoise. Donc voilà, c'était où on en était la dernière fois lors de la lecture et donc on va reprendre avec le chapitre 22. Sophie veut exercer la charité. Sophie avait été fortement impressionnée de l'aventure de Françoise et de Lucie. Elle avait senti le bonheur qu'on goûte à faire le bien. Jamais sa belle-mère ni aucune des personnes avec lesquelles elle avait vécu n'avait exercé la charité et ne lui avait donné de leçons de bienfaisance. Elle savait qu'elle aurait un jour une fortune considérable et, en attendant qu'elle pût l'employer au soulagement des misères, elle désirait ardemment retrouver une autre Lucie et une autre Françoise. Un jour, la mère Lefroy, la jardinière, avec laquelle elle aimait à causer et qui était une très bonne femme, lui dit: «Ah, mademoiselle, il y a bien des pauvres que vous ne connaissez pas aller. Je connais une bonne femme, moi, par-delà la forêt, qui est tout à fait malheureuse. Elle n'a pas toujours un morceau de pain à se mettre sous la dent.» Sophie: «Où demeure-t-elle? Comment s'appelle-t-elle?» «Elle reste dans une maisonnette qui est à l'entrée du village en sortant de la forêt. Elle s'appelle la mère Toutain. C'est une pauvre petite vieille, pas plus grande qu'une enfant de 8 ans, avec de grandes mains longues comme des mains d'homme. Elle a 82 ans. Elle se tient encore droite, toute comme moi. Elle travaille le plus qu'elle peut. Mais, dame, elle est vieille, et ça ne va pas fort. Elle a une petite chaise qui semble faite pour un enfant. Elle couche dans un four sur de la fougère, et elle ne mange que du pain et du fromage quand elle en a.» «Oh, que je voudrais bien la voir! Est-ce bien loin?» «Pour ça, non, mamselle. Une demi-heure de marche au plus. Vous irez bien en vous promenant.» Sophie ne dit plus rien, mais elle forma en elle-même le projet d'y aller, et, pour en avoir seule le mérite, elle résolut de le faire sans aide, sans en parler à personne, sinon à Marguerite, avec laquelle elle était plus particulièrement liée. D'ailleurs, elle craignait que Camille et Madeleine, qui ne faisaient jamais rien sans demander la permission à leur maman, ne l'empêchassent de s'éloigner sans sa bonne. Elle attendit donc que Marguerite fût seule pour lui raconter ce qu'elle savait de la misère de cette pauvre petite vieille et pour lui proposer d'aller la voir et la secourir. Marguerite: «Je ne demande pas mieux. Allons-y tout de suite, si maman le permet, et emmenons avec nous Camille, Madeleine et Élisa.»
Mais non, Marguerite, il ne faut en parler à personne. Cela sera bien plus beau, bien plus charitable d'aller seule, de ne nous faire aider de personne, de donner à cette petite mère Toutain l'argent que nous avons pour nos gâteaux et nos plaisirs. Moi, j'ai 3 francs 20 centimes dans ma bourse. Et toi, combien as-tu? Moi, j'ai 2 francs 45 centimes. Je sais bien que nous sommes riches, mais pourquoi est-ce mieux? Pourquoi est-ce plus charitable de nous cacher de madame de Fleurville, de maman, de Camille, de Madeleine, et d'aller seule chez cette bonne femme? Parce que j'ai entendu dire l'autre jour, à ta maman, qu'il ne faut pas s'enorgueillir du bien qu'on fait, et qu'il faut se cacher pour ne pas en recevoir d'éloges. Alors, tu vois bien que nous ferons mieux de nous cacher pour faire la charité à cette bonne vieille. Il me semble pourtant que je dois le dire au moins à maman. Mais pas du tout. Si tu le dis à ta maman, ils voudront tous venir avec nous. Ils voudront tous donner de l'argent. Et nous, que ferons-nous? Nous resterons là à écouter et à regarder comme l'autre jour dans la cabane de Françoise et de Lucie. Quel bien avons-nous fait là-bas? Aucun. C'est madame de Rosebourg qui a parlé et qui a tout donné. Sophie, je crois que nous sommes trop petites pour nous en aller toutes seules dans la forêt. Trop petite? Tu as 6 ans, moi j'en ai 8. Et tu trouves que nous ne pouvons pas sortir sans nos mamans ou sans nos bonnes? Ah ah ah! J'allais bien plus loin que cela quand j'avais 5 ans. Marguerite hésitait encore. Je vois que tu as tout bonnement peur. Tu n'oses pas faire 100 pas sans ta maman. Tu crains peut-être que le loup te croque? Marguerite piquait. Du tout, mademoiselle. Je ne suis pas aussi sotte que tu le crois. Je sais bien qu'il n'y a pas de loup, je n'ai pas peur. Et pour te le prouver, nous allons partir tout de suite. Sophie. À la bonne heure, partons vite. Nous serons de retour en moins d'1 heure. Et elles se mirent en route, ne prévoyant pas les dangers et les terreurs auxquels elles s'exposaient. Elles marchaient vite et en silence. Marguerite ne se sentait pas la confiance bien à l'aise. Elle comprenait qu'elle commettait une faute et elle regrettait de n'avoir pas résisté à Sophie. Sophie n'était guère plus tranquille. Les objections de Marguerite lui revenaient à la mémoire. Elle craignait de l'avoir entraînée à mal faire. Nous serons grondées, se dit-elle. Elle n'en continua pas moins à marcher et s'étonnait de ne pas être arrivée depuis près d'1 heure qu'elles étaient parties. Connais-tu bien le chemin? Demanda Marguerite avec un peu d'inquiétude. Certainement, la jardinière me l'a bien expliqué, répondit Sophie d'une voix assurée, malgré la peur qui commençait à la gagner. Serons-nous bientôt arrivés? Dans 10 minutes au plus tard. Elles continuèrent à marcher en silence. La forêt n'avait pas de fin. On n'apercevait ni maison ni village, mais le bois, toujours le bois. Je suis fatiguée, dit Marguerite. Et moi aussi, dit Sophie. Il y a bien longtemps que nous sommes partis. Sophie ne répondit pas. Elle était trop agitée, trop inquiète pour dissimuler plus longtemps sa terreur. Si nous retournions à la maison, dit Marguerite. Oh oui, retournons. Qu'est-ce que tu as, Sophie? On dirait que tu as envie de pleurer. Nous sommes perdus, dit Sophie en éclatant en sanglots. Je ne sais plus mon chemin, nous sommes perdus. Perdus? Ré- répéta Marguerite avec terreur. Perdus? Qu'allons-nous devenir, mon Dieu? Je me suis probablement trompée de ce chemin, s'écria Sophie en sanglotant. À l'endroit où il y en a plusieurs qui se croisent. Je ne sais pas du tout où nous sommes. Marguerite, la voyant si désolée, chercha à la rassurer en se rassurant elle-même. Console-toi, Sophie. Nous finirons bien par nous retrouver. Retournons sur nos pas et marchons vite. Il y a longtemps que nous sommes partis. Maman et madame de Fleurville seront inquiètes. Je suis sûre que Camille et Madeleine nous cherchent partout. Sophie essuya ses larmes et suivit le conseil de Marguerite. Elles retournèrent sur leurs pas et marchèrent longtemps. Enfin, elles arrivèrent à l'endroit où se croisaient plusieurs chemins exactement semblables. Là, elles s'arrêtèrent. Quel chemin faut-il prendre? Demanda Marguerite. Je ne sais pas, ils se ressemblent tous. Tâche de te rappeler celui par lequel nous sommes venus. Sophie regardait, recueillait ses souvenirs et ne se rappelait pas. Je crois, dit-elle, que c'est celui où il y a de la mousse. Il y en a 2 avec de la mousse, mais il me semble qu'il n'y avait pas de mousse dans le chemin que nous avons pris pour venir. Oh si, il y en avait beaucoup. Je crois me rappeler que nous avons eu de la poussière tout le temps. Pas du tout, c'est que tu n'as pas regardé à tes pieds. Prenons ce chemin à gauche,
Nous serons arrivés en moins d'une demi-heure. Marguerite suivit Sophie. Toutes deux continuèrent à marcher en silence, inquiètes toutes deux. Elles gardaient pour elles leur pénible réflexion. Au bout d'une heure pourtant, Marguerite s'arrêta. Je ne vois pas encore le bout de la forêt, je suis bien fatiguée. Et moi donc, mes pieds me font horriblement souffrir. Asseyons-nous un instant, je ne peux plus marcher. Elles s'assirent au bord du chemin. Marguerite appuya sa tête sur ses genoux et pleura tout bas. Elle espérait que Sophie ne s'en apercevrait pas. Elle avait peur de l'affliger, car c'était Sophie qui l'avait mise et s'était mise elle-même dans cette pénible position. Sophie se désolait intérieurement et sentait combien elle avait mal agi en entraînant Marguerite à faire cette course si longue dans une forêt qu'elle ne connaissait pas. Elles restèrent assez longtemps sans parler. Enfin, Marguerite essuya ses yeux et proposa à Sophie de se remettre en marche. Sophie se leva avec difficulté. Elles avançaient lentement. La fatigue augmentait à chaque instant, ainsi que l'inquiétude. Le jour commençait à baisser. La peur se joignit à l'inquiétude. La faim et la soif se faisaient sentir. Chère Marguerite, dit enfin Sophie, pardonne-moi. C'est moi c'est moi qui t'ai persuadée de m'accompagner. Tu es trop généreuse de ne pas me le reprocher. Pauvre Sophie, répondit Marguerite. Pourquoi te ferais-je des reproches? Je vois bien que tu souffres plus que moi. Qu'allons-nous devenir si nous sommes obligés de passer la nuit dans cette horrible forêt? C'est impossible, chère Marguerite. On doit déjà être inquiet à la maison, et l'on nous enverra chercher. Si nous pouvions au moins trouver de l'eau, j'ai si soif que la gorge me brûle. N'entends-tu pas le bruit du ruisseau dans le bois? Je crois que tu as raison. Allons voir. Elles entrèrent dans le fourré, en se frayant un passage à travers les épines et les ronces qui leur déchiraient les jambes et les bras. Après avoir fait ainsi une centaine de pas, elles entendirent distinctement le murmure de l'eau. L'espoir leur redonna du courage. Elles arrivèrent au bord d'un ruisseau très étroit, mais assez profond cependant, comme il coulait à plein bord, il leur fut facile de boire en se mettant à genoux. Elles étanchèrent leur soif, se lavèrent le visage et les bras, s'essuyèrent avec leur tablier et s'assirent au bord du ruisseau. Le soleil était couché, la nuit arrivait. La terreur des pauvres petites augmentait avec l'obscurité. Elles ne se contraignaient plus et pleuraient franchement de compagnie. Aucun bruit ne se faisait entendre. Personne ne les appelait. On ne pensait probablement pas à les chercher si loin. Il faut tâcher, dit Sophie, de revenir sur le chemin que nous avons quitté. Peut-être verrons-nous passer quelqu'un qui pourra nous ramener. Et puis, il fera moins humide qu'au bord de l'eau. Nous allons encore nous déchirer dans les épines, dit Marguerite. Il faut pourtant essayer de nous retrouver. Nous ne pouvons rester ici. Marguerite se leva en soupirant et suivit Sophie, qui chercha à lui rendre le passage moins pénible en marchant la première. Après bien du temps et des efforts, elles se retrouvèrent enfin sur le chemin. La nuit était venue tout à fait. Elles ne voyaient plus où elles allaient, et elles se résolurent à attendre jusqu'au lendemain. Il y avait une heure environ qu'elles étaient assises près d'un arbre, lorsqu'elles entendirent un froufrou dans les bois. Ce bruit semblait être produit par un animal qui marchait avec précaution. Immobiles de terreur, les pauvres petites avaient peine à respirer. Le froufrou approchait, approchait. Tout à coup, Marguerite sentit un souffle chaud près de son cou. Elle poussa un cri, auquel Sophie répondit par un cri plus fort. Elles entendirent alors un bruit de branches cassées, et elles virent un gros animal qui s'enfuyait dans les bois. Moitié mortes de peur, elles se resserrèrent l'une contre l'autre, n'osant ni parler, ni faire un mouvement, et elles restèrent ainsi jusqu'à ce qu'un nouveau bruit, plus effrayant, vînt leur rendre le courage de se lever et de chercher leur salut dans la fuite. C'étaient des branches cassées violemment, et un grognement entremêlé d'un souffle bruyant, auquel répondaient des grognements plus faibles. Tous ces bruits partaient également du bois, en se rapprochant du chemin. Sophie et Marguerite, épouvantées, se mirent à courir. Elles se heurtèrent contre un arbre dont les branches traînaient presque à terre. Dans leur frayeur, elles s'élancèrent dessus et, grimpant de branche en branche, elles se trouvèrent bientôt à une grande hauteur et à l'abri de toute attaque. Combien elles remercièrent le bon Dieu de leur avoir fait rencontrer cet arbre protecteur.
Et en effet, elle venait d'échapper à un grand danger. L'animal qui arrivait droit sur elle était un sanglier suivi de 7 à 8 petits. Si elles étaient restées sur son passage, il les aurait déchirées avec ses défenses. La peur qu'avaient eue et qu'avaient encore Sophie et Marguerite faisait claquer leurs dents et les avait rendues si tremblantes qu'elles pouvaient à peine se tenir sur l'arbre où elles étaient montées. Le sanglier s'était éloigné et tout redevenait tranquille. Lorsque le bruit du roulement d'une voiture vint ranimer les forces défaillantes des pauvres petites. Leur espérance augmentait à mesure que la voiture se rapprochait. Enfin, le pas d'un cheval résonna distinctement. Bientôt, elles entendirent siffler l'homme qui menait la charrette. Il approchait, elles allaient être sauvées. Au secours! Au secours! Criait-elle plusieurs fois. La voiture s'arrêta. L'homme sembla écouter. Au secours! Sauvez-nous! S'écrièrent-elles encore. L'homme entre ses dents. Qui entre, appelle au secours. Je ne vois personne, il fait noir comme dans l'enfer. Oh là! Qu'est-ce qui appelle? C'est nous! Sauvez-nous! Mon cher monsieur, nous sommes perdus dans la forêt. Tiens, c'est des voix d'enfants, cela. Où êtes-vous donc, les mioches? Qui êtes-vous? Je suis Sophie. Je suis Marguerite. Nous venons de Fleurville. De Fleurville? C'est donc au château? Mais où diantre êtes-vous? Pour vous sauver, ne faut-il pas que je vous trouve? Nous sommes sur l'arbre. Nous ne pouvons pas descendre. L'homme levant la tête. C'est ma foi vrai. Faut qu'elles aient eu peur, les pauvres petites. Attendez, ne bougez pas. Je vais vous descendre. Et le brave homme grimpa de branche en branche, tâtant à chacune d'elles si les enfants y étaient. Enfin, il empoigna Marguerite. Ne bougez pas, les autres. Je vais descendre celle-ci et je regrimperai. Combien êtes-vous dans ce beau nid? Nous sommes deux. Bon, ce ne sera pas long. Attendez-moi là, numéro 2, que je place le numéro 1 dans ma carriole. Le brave homme descendit lestement, tenant Marguerite dans ses bras. Il la déposa dans la carriole et remonta sur l'arbre où Sophie attendait avec anxiété. Il la saisit dans ses bras et la plaça dans sa carriole près de Marguerite. Il y remonta lui-même et fouetta son cheval, qui repartit au trot. Puis, se tournant vers les enfants. Ah ça, mes mignonnes, où faut-il vous mener? Où demeurez-vous et comment, par tous les saints, vous trouvez-vous ici toute seule? Sophie. Nous demeurons au château de Fleurville. Nous nous sommes perdus dans la forêt en voulant aller secourir la pauvre mère Toutain. Vous êtes donc du château? Oui, je suis Marguerite de Rosebourg, et voilà mon amie, Sophie Ficini. Comment, ma petite demoiselle, vous êtes la fille de cette bonne dame de Rosebourg, et votre maman vous laisse aller si loin toute seule? Marguerite honteuse. Nous sommes partis sans rien dire. Ah ah! On fait l'école buissonnière, et voilà, quand on est petit, faut pas faire comme les grands. Sophie. Sommes-nous loin de Fleurville? Ah, je crois bien. 2 bonnes lieues pour le moins. Nous ne serons pas arrivés avant 1 heure. Je vais tout de même pousser mon cheval. On doit être tourmenté de vous au château. Et le brave homme fouetta son cheval et se remit à siffler, laissant les enfants à leur réflexion. 3 quarts d'heure après, il s'arrêta devant le perron du château. La porte s'ouvrit. Élisa, pâle, effarée, demanda si l'on avait des nouvelles des enfants. Les voici, dit l'homme, je vous les ramène. Elles n'étaient pas à la noce, allez, quand je les ai dénichées dans la forêt. L'homme descendit Sophie et Marguerite, qu'Élisa reçut dans ses bras. Vite, vite, venez au salon. On vous a cherché partout. On a envoyé des hommes à cheval dans toutes les directions. Ces dames se désolent. Camille et Madeleine se désespèrent. Attendez 1 minute, mon brave homme, que madame vous remercie. L'homme. Bah, y a pas de quoi. Faut que je m'en retourne chez nous. J'ai encore 2 lieues à faire. Où demeurez-vous? Comment vous appelez-vous? Ah, je demeure à Aube. Je m'appelle Hurel le boucher. Élisa. Nous irons vous remercier, mon brave Hurel. Au revoir, puisque vous ne pouvez attendre. Pendant cette conversation, Marguerite et Sophie avaient couru au salon. En entrant, Marguerite se jeta dans les bras de madame de Rosebourg. Sophie s'était jetée à ses pieds. Toutes deux sanglotaient. La surprise et la joie faillirent être fatales à madame de Rosebourg. Elle pâlit, retomba sur son fauteuil et ne trouva pas la force de prononcer une parole. Maman, chère maman, s'écria Marguerite. Parlez-moi, embrassez-moi, dites que vous me pardonnez. Malheureux enfant, répondit madame de Rosebourg, d'une voix émue, en la saisissant dans ses bras et en la couvrant de baisers.
comment as-tu pu me causer une aussi terrible inquiétude? Je te croyais perdue, morte. Nous t'avons cherchée jusqu'à la nuit. Maintenant encore, on vous cherche avec des flambeaux dans toutes les directions. Où as-tu été? Pourquoi reviens-tu si tard? Chère madame, dit Sophie, qui était restée à genoux aux pieds de madame de Rosebourg, c'est à moi de demander grâce, car c'est moi qui ai entraîné Marguerite à m'accompagner. Je voulais aller chez une pauvre femme qui demeure de l'autre côté de la forêt, et je voulais y aller seule avec Marguerite. Et je voulais y aller seule avec Marguerite, pour ne partager avec personne la gloire de cet acte de charité. Marguerite a résisté. Je l'ai entraînée. Elle m'a suivie avec répugnance, et nous avons été bien punis. Moi surtout qui avais sur la conscience la faute de Marguerite, ajoutée à la mienne. Nous avons bien souffert, et jamais à l'avenir nous ne ferons rien sans vous consulter. Relève-toi, Sophie, répliqua madame de Rosebourg avec douceur. Je te pardonne à te repentir, mais désormais, je m'arrangerai de manière à n'avoir plus à souffrir ce que j'ai souffert aujourd'hui. Et toi, Marguerite, je te croyais plus raisonnable et plus obéissante, sans quoi je t'aurais toujours fait accompagner par la bonne quand Madeleine et Camille ne pouvaient sortir avec toi. C'est ce que je ferai à l'avenir. Camille et Madeleine, qu'on avait envoyées se coucher depuis 1 heure, car il était près de minuit, mais qui n'avaient pu s'endormir, tant elles étaient inquiètes, accoururent toutes déshabillées, poussant des cris de joie. Elles embrassèrent 20 fois leurs amis perdus et retrouvés. Camille, où avez-vous été? Que vous est-il arrivé? Nous nous sommes perdus dans la forêt. Madeleine, pourquoi avez-vous été dans la forêt? Comment avez-vous le courage d'y aller seule? Sophie, nous espérions arriver jusque chez une pauvre petite mère Toutain pour lui donner de l'argent. Mais pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus? Nous y aurions été toutes ensemble. Sophie et Marguerite baissèrent la tête et ne répondirent pas. Avant qu'on eût le temps de demander et de donner d'autres explications, Élisa entra, apportant 2 grandes tasses de bouillon avec une bonne croûte de pain grillé, et elle les posa devant Sophie et Marguerite. Mangez, mes pauvres enfants. Vous n'avez peut-être pas dîné. Non, nous avons seulement bu à un ruisseau que nous avons trouvé dans la forêt. Pauvre petite, vite, mangez ce que je vous apporte. Vous boirez ensuite un petit verre de Malaga. Et puis, ajouta-t-elle en se tournant vers madame de Rosebourg et madame de Fleurville, il faudra les faire coucher. Elles doivent être épuisées de fatigue. Madame de Fleurville. Élisa a raison. Les voici retrouvées. À demain les détails. Ce soir, contentons-nous de remercier Dieu de nous avoir rendu ces pauvres enfants qui auraient pu ne jamais revenir. Sophie et Marguerite avaient avalé avec voracité tout ce que Élisa leur avait apporté. Après avoir embrassé tendrement tout le monde, elles allèrent se coucher. Aussitôt qu'elles eurent la tête sur l'oreiller, elles tombèrent dans un sommeil si profond qu'elles ne s'éveillèrent que le lendemain, à 2 heures de l'après-midi. Donc, on va passer maintenant au chapitre 23. Chapitre 23. Les récits. Camille et Madeleine attendaient avec impatience chez madame de Fleurville le réveil de leurs amis. Madame de Rosebourg ne quittait pas la chambre de Marguerite. Elle voulait avoir sa première parole et son premier sourire. Maman, dit Camille, vous disiez hier que Marguerite et Sophie auraient pu ne jamais revenir. Elles auraient toujours fini par retrouver leur chemin ou par rencontrer quelqu'un, du moment qu'elles n'étaient pas perdues. Madame de Fleurville. Tu oublies, chère petite, qu'elles étaient dans une forêt de plusieurs lieues de longueur, qu'elles n'avaient rien à manger et qu'elles devaient passer la nuit dans cette forêt remplie de bêtes fauves. Madeleine. Il n'y a pas de loups pourtant. Au contraire, beaucoup de loups et de sangliers. Tous les ans, on en tue plusieurs. As-tu remarqué que leurs robes, leurs bas étaient déchirés et salis? Je parie qu'elles vont nous raconter des aventures plus graves que tu ne le supposes. Que je voudrais qu'elles fussent éveillées. Madame de Fleurville. Précisément, les voici. Madame de Rosebourg entra, tenant Marguerite par la main. Et Sophie, est-ce qu'elle dort encore? Oh, elle s'éveille à l'instant et se dépêche de s'habiller et de manger pour venir nous rejoindre. Camille embrassant Marguerite. Chère petite Marguerite, raconte-nous ce qui t'est arrivé et si vous avez eu des dangers à courir. Marguerite fit le récit de toutes leurs aventures.
Elle raconta sa répugnance à partir, sa peur quand elle se vit perdue, sa désolation de l'inquiétude qu'elle avait dû causer au château, sa frayeur quand le jour commença à tomber, la faim, la soif, la fatigue qui l'accablait, son bonheur en trouvant de l'eau, sa terreur en entendant remuer les feuilles sèches, en sentant un souffle chaud sur son cou et en voyant passer un gros animal brun, son épouvante en entendant les branches craquer et de légers grognements répondre de plusieurs côtés à un fort grognement et à un souffle qui semblait être celui d'une bête en colère. L'agilité avec laquelle elle avait couru et grimpé de branche en branche jusqu'en haut d'un arbre, la fatigue et la peine avec lesquelles elle s'y était maintenue, le bonheur qu'elle avait éprouvé en entendant une voiture s'approcher, une voix leur répondre et, en se sentant enlevée et déposée dans la carriole. Elle dit combien Sophie avait témoigné de repentir, de s'être engagée et de l'avoir entraînée dans cette folle entreprise. Camille et Madeleine avaient écouté ce récit avec un vif intérêt mêlé de terreur. Camille, quelles sont les bêtes qui vous ont fait si peur? As-tu pu les voir? Je ne sais rien du tout. J'étais si effrayée que je ne distinguais rien. Madame de Fleurville, d'après ce que dit Marguerite, le premier animal doit être un loup, et le second un sanglier avec ses petits. Quel bonheur que le loup ne nous ait pas mangés. J'ai senti son haleine sur ma nuque. Ce sont probablement les 2 cris que vous avez poussés qui lui ont fait peur et qui vous ont sauvé. Quand les loups ne sont pas affamés, ils sont poltrons, et dans cette saison, ils trouvent du gibier dans les bois. Le sanglier ne nous aurait pas dévorés. Il ne mange pas de chair. Non, mais d'un coup de défense, il t'aurait déchiré le corps. Quand les sangliers ont des petits, ils deviennent très méchants. Après avoir complété le récit de Marguerite par quelques épisodes oubliés. J'espère que le live est bien. Je pense que j'ai des problèmes de connexion. Je verrai si ça revient. Et vous, chère madame? Et vous, mes pauvres amis? Dit-elle. Avez-vous été longtemps à vous apercevoir de notre disparition? Et qu'a-t-on fait pour nous retrouver? Il y avait plus d'une heure que vous aviez quitté la chambre d'études, dit madame de Rosebourg, lorsque Camille vient me demander d'un air inquiet si Marguerite et Sophie étaient chez moi. Non, répondis-je, je ne les ai pas vues. Mais ne sont-elles pas dans le jardin? Nous les cherchons depuis une demi-heure avec Élisa sans pouvoir les trouver, me dit Camille. L'inquiétude me gagna. Je me levai, je cherchai dans toute la maison, puis dans le potager, dans le jardin. Madame de Fleurville, qui partageait notre inquiétude, nous donna l'idée que vous étiez peut-être allée chez Françoise. J'accueillis cet espoir avec empressement, et nous courûmes toutes à la Maison Blanche. Personne ne vous y avait vu. Nous allâmes de porte en porte, demandant à tout le monde si l'on ne vous avait pas rencontré. Le souvenir de la chute dans la mare, il y a 3 ans, me frappa douloureusement. Nous retournâmes en courant à la maison, et, malgré le peu de probabilité que vous fussiez toutes deux tombées à l'eau, on fouilla en tous sens avec des râteaux et avec des perches. Aucun de nous n'eut la pensée que vous aviez été dans la forêt. Rien ne vous y attirait. Pourquoi vous seriez-vous exposé à un danger inutile? Ne sachant plus où vous trouver, j'allais de maison en maison demander qu'on m'aidât dans mes recherches. Une foule de personnes partirent dans toutes les directions. Nous envoyâmes les domestiques, à cheval, des différents côtés, pour vous rattraper, si vous aviez eu l'idée bizarre de faire un voyage lointain. Jusqu'au moment de votre retour, je fus dans un état violent de chagrin et d'affreuse inquiétude. Le bon Dieu a permis que vous fussiez sauvé et ramené par cet excellent homme qui est boucher à Aube et qui s'appelle Ourel. Aujourd'hui, il est trop tard, mais demain, nous irons lui faire une visite de remerciement et nous nous y rendrons en voiture pour ne pas nous perdre de compagnie. Où demeure-t-il? Est-ce bien loin? À 2 bonnes lieues d'ici, il y a un bois à traverser. Sophie. Est-ce que nous vous accompagnerons, madame? Certainement, Sophie. C'est toi et Marguerite qui l'a secouru et probablement sauvé de la mort. Il est indispensable que vous veniez. Ça m'ennuie de le revoir. Il va se moquer de nous. Il avait l'air de trouver ridicule notre course dans la forêt. Madame de Fleurville. Et il avait raison, cher enfant. Vous avez fait véritablement une escapade ridicule.
S'il se moque de vous, acceptez ses plaisanteries avec douceur et en expiation de la faute que vous avez commise. Moi, je crois qu'il ne se moquera pas. Il avait l'air si bon. Nous verrons cela demain. En attendant, commençons notre leçon. Nous irons ensuite faire une promenade.